Le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Bonjour. derrière ce micro, Jean-Claude Pont. Je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable. Oui. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà évoqué ensemble le CETA lors de précédentes chroniques, Oui. ce fameux accord de libre-échange qui donc lierait, je vais le mettre au conditionnel, Oui. hein, donc l'Union européenne et le Canada. Vous avez de nouvelles informations Oui, à nous oui, donner oui, là-dessus? j'en avais parlé la semaine dernière en disant que le texte allait être voté au Sénat jeudi dernier, le 21. Donc ça a été fait. Et ça a été rejeté par le Sénat. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que ça implique. Parce que le CETA, c'est vraiment une épopée. Hein. Ça a commencé en 2009. La communauté européenne et le Canada ont commencé à négocier pour voir élaborer leur plan, se mettre d'accord. Ça a pris 5 ans avant d'arriver au texte final en 2014. Et ça a été voté 3 ans plus tard seulement au niveau du Parlement européen, qui a voté oui. Le Conseil des chefs d'État européens a approuvé aussi. Le Canada a approuvé aussi. Mais il fallait que chaque État membre des 27 de l'Union européenne vote aussi pour. Parce que c'est ce qu'on appelle un accord mixte. Il y a une partie qui ne concerne exclusivement le domaine de la Commission européenne. Et il y a des parties qui concernent aussi les États nationaux. Donc c'est pour ça qu'il faut que le Parlement le vote. Donc la France, elle, a tergiversé. C'est parce que le gouvernement n'étant pas sûr qu'il aurait la majorité pour faire passer le texte, il l'a présenté au Parlement français en 2019 et ça a été voté relativement de justesse. De mémoire, 266 voix contre 237. Quoi. Ça s'est joué quand même à peu de voix. Et il aurait fallu, après ça, le faire voter par le Sénat. Mais le gouvernement savait très bien qu'au Sénat, il avait peu de chances de passer. Donc, il ne l'a jamais présenté. Donc, en France, le problème n'était pas réglé. Au niveau de l'Europe, c'est pareil. Depuis 2017, il y a seulement 17 gouvernements qui l'ont approuvé. Il y en a 10 qui l'ont soit refusé, voté non, soit ne l'ont pas mis au vote. Toujours pareil, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Par exemple, il y a des pays qui sont vraiment très réfractaires, c'est la Belgique, l'Irlande, l'Italie aussi. Il y a eu alors un cas particulier, c'est Chypre, qui a voté non en 2020. Mais alors, subtilité dans ces lois, c'est que le gouvernement n'a pas notifié à la Commission européenne qu'il y avait eu non. Donc c'est comme si Chypre n'avait pas voté. Donc on continue à appliquer ce... C'est ubuesque comme situation. oui, c'est un petit peu... Oui, en plus, j'ai oublié de le dire, mais ce traité, il est appliqué depuis 2017, il est appliqué à pratiquement 90%. C'est ce qu'on appelle de façon provisoire, mais ça veut dire que quand même depuis 7 ans, on applique un traité qui n'est toujours pas validé par les États. Alors, s'il était refusé, je me demande ce qui se passerait. Est-ce qu'on pourrait faire appel pour... le Sénat a voté non. Alors maintenant, ça devrait repasser au Parlement. Alors j'ai dit le Sénat l'a voté la semaine dernière, c'est parce que le Parti communiste l'a inscrit à l'ordre du jour. Vous savez que régulièrement, il y a une journée où c'est un parti d'opposition qui a le droit de préparer l'ordre du jour, présenter les lois qu'il souhaite voir voter ce jour-là. Et le Parti communiste, sachant que certainement, il n'y aurait pas la majorité, lui, comme il ne veut pas de cet accord, il l'a présenté. Et effectivement, ça a été rejeté largement, très très largement. Donc maintenant, solution, le gouvernement peut demander à ce que cette loi soit revotée au Parlement, mais le gouvernement n'a plus une majorité actuelle, c'est pas sûr que le oui serait voté. Si le Parlement vote le oui, à ce moment-là, l'accord serait considéré comme acquis, parce que le Parlement, la voix du Parlement est prépondérante par rapport au Sénat sur ce type d'accord. Maintenant, si le Parlement votait non, ça voudrait dire que la France rejette le CETA, et à partir du moment où un État, même un seul des États, des 27 États européens rejette, c'est rejeté pour l'ensemble
mais toujours avec la finesse, c'est que même si le Parlement votait non au deuxième tour, le gouvernement n'est pas obligé de notifier ce refus à l'Union européenne et on pourrait continuer à l'appliquer comme si de rien n'était. Alors, bon, je n'ai même pas expliqué pourquoi nous, pardon, Partisans du Monde, nous sommes contre, mais beaucoup de partis sont contre cet accord. L'objectif, c'est d'intensifier les échanges entre l'Union européenne et le Canada. Alors, échange de produits, mais échange de services aussi. Par exemple, le service de l'eau, l'électricité, ça pourrait être fait au Canada par des entreprises françaises. Les investissements aussi permettent plus facilement d'investissements d'Européens au Canada et Canadiens en Europe. Alors pour ça, on a supprimé pratiquement totalement les droits de douane sur tous les produits. On a facilité l'introduction des investissements, etc. On ne parle pas de préservation du climat, par exemple, dans cet accord. Ça nous gêne parce que s'il y a cet accord, ça veut dire qu'on va intensifier les échanges entre le Canada et l'Europe, donc beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et deux points importants qui nous gênent beaucoup, c'est l'agriculture, et particulièrement l'élevage au Canada, ne sont pas du tout comme en France, comme en Europe. Ils n'ont pas les mêmes normes. Par exemple, ils nourrissent les animaux avec des farines animales. Ils peuvent traiter avec des antibiotiques. Normalement, ils ne peuvent pas injecter d'hormones, mais apparemment, la vérification n'est pas très, très claire. Donc, on se pose des questions sur les hormones. Donc, on risquerait d'importer en France des bœufs canadiens qui sont hors normes par rapport à l'Union européenne et qui arriveraient avec un coût nettement inférieur à la production européenne, parce qu'on n'a pas les mêmes normes, on n'a pas le même type de ferme. Chez eux, c'est des fermes géantes, bien souvent. Voilà. La fameuse ferme des 1000 vaches, comme on disait. Oui, la ferme des 1000 vaches, ça les ferait rigoler au Canada, parce qu'eux, ils sont plutôt à 15 000. Et un autre point très important, c'est que dans cet accord, il y a des tribunaux arbitraux. C'est-à-dire que des entreprises peuvent attaquer des États s'ils jugent que cet État a pris des lois, des décrets qui nuisent à leur bon commerce. Mais qui les a institués, ces tribunaux arbitraux, Jean-Claude Pont ? C'est dans les statuts de l'accord. Oui, ça fait partie de l'accord. Ouais. Alors quand je disais que l'accord est appliqué déjà provisoirement à 90%, justement, là, ces tribunaux-là n'ont pas été mis en application parce que ça dépend à la fois de l'Europe et des États. Donc ça, c'est pas encore en cours. Mais dans d'autres accords qui ont été signés entre l'Europe ou les États-Unis avec d'autres pays, par exemple, je me souviens que les fabricants de tabac américains ont attaqué au tribunal l'Australie et la Nouvelle-Zélande de mémoire, en disant qu'ils avaient des politiques anti-tabac et que ça, c'était contraire à la libre circulation, à la libre revente des produits. Et ils ont réussi à faire condamner des États. Il y a eu la même chose pour des forages pétroliers. Des États ont essayé de refuser qu'on vienne puiser dans leur sol pour faire... et émettre des gaz à effet de serre, etc. Les pétroliers ont attaqué les États et ils ont quelquefois gagné. Ce sont les lobbies qui sont derrière ça. Oui. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, le point le plus important. Avec l'agriculture, c'est les deux points qui nous... Pour vous, philosophiquement, Jean-Claude Pont, à qui profite le CETA ? C'est-à-dire quelle vision du monde et des échanges on a si on a envie de promouvoir ce type d'échange, justement. UE, Canada. Alors, actuellement, c'est vrai que, par exemple, l'Union européenne est bénéficiaire. Donc, depuis 2017 que les échanges ont augmenté, c'est beaucoup de l'Europe vers le Canada. Pour l'instant, on est bénéficiaire. Mais après, il y a aussi, je disais, c'est les produits, donc les échanges de produits, mais les services, par exemple, tous les distributeurs d'eau en France ou les distributeurs d'électricité, les fabricants de trains, toutes ces grosses industries, ça les intéresse d'obtenir des marchés au Canada. Donc ça, c'est important. Et puis les investisseurs. On sait que les fonds de pension en Amérique, par exemple, c'était le traité de TAFTA, ou les fonds de pension au Canada, qui intéressent d'investir en Europe. Donc voilà, je pense que c'est les motivations premières. D'accord. Puis c'est la motivation globale depuis 20 ans, le libre-échange.
plus de barrières. Là, dans le Pourtant, le Covid est venu nous dire quelque chose en 2020-2021, au niveau climat, au niveau échange, au niveau normes. Même si on n'a pas toutes les réponses de fond concernant la causalité en fait, de l'émergence du virus et de la pandémie. Il y a les bonnes intentions, il y a les déclarations sur la COP21 à Paris, sur des tas de choses, sur la préservation du climat. Et puis il y a la réalité économique. Là, si on peut gagner un peu plus d'argent, favoriser la balance commerciale qui serait française. Plus court-termiste pour le coup, dans la vision globale, si je vous comprends bien. Oui, c'est le court-termisme. Est-ce que le mouvement des agriculteurs, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, avait aussi ça en arrière-plan, le CETA ça fait partie des choses que les agriculteurs ont manifesté à Bruxelles. C'est pour essayer de vendre plus de voitures, plus d'électronique, etc. On sacrifie en partie. On va vendre des produits de luxe, par exemple. Le luxe est intéressé par... qui se porte très très bien d'ailleurs. Très bien. Le chiffre d'affaires est florissant. Quelles que soient les crises, ça n'empêche pas l'industrie du luxe d'être florissante. On vend des fromages aussi. Mais le Canada ne reconnaît pas toutes les AOP, AOC, etc. Il y a encore du travail à faire. Mais parce qu'il y a un protectionnisme aussi peut-être de l'autre côté. Oui. Mais le CETA, par exemple, ce type d'accord, interdit le protectionnisme. Les États doivent supprimer toute... Il n'empêche on voit qu'il y a des réactions, j'ai envie de dire, un peu biologiques, humaines, de ces produits qui arrivent sur leur marché. Et donc, ils veulent aussi contrôler ce qui arrive parce que ça fait concurrence aux producteurs locaux. Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est pour ça... Est-ce que le projet va repasser au Parlement là C'est pas sûr, parce que le gouvernement sait très bien qu'il n'a pas la majorité actuellement. Alors, apparemment, c'est le Parti communiste, la prochaine fois qu'il aura la possibilité d'instaurer l'ordre du jour, ça devrait être le 30 mai, il risque, lui, de remettre ça au vote, en espérant que ça sera non. Voilà. Mais, je vous disais, après, il reste toujours la possibilité à l'État de dire non, on n'a pas voté, on ne le signale pas à l'Europe qu'on a voté non, donc ça continue, et jusque quand, on ne sait pas. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour toutes ces informations concernant le CETA. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et on se retrouve mardi 2 avril si vous le voulez bien pas de problème. avec un nouveau sujet. À bientôt. Merci.